Dans les dernières années, plusieurs vagues de dénonciations de violences sexuelles ont fait la une des journaux. Des vagues sur lesquelles c'est, disons, très désagréable de surfer. Que ce soit les nombreuses célébrités qui ont été exposées sur la place publique ou même des gens ordinaires qui ont été nommés sur les réseaux sociaux, on s'entend que le sujet suscite vraiment le débat et probablement jusque dans votre classe. Violence sexuelle, agression sexuelle, consentement, c'est des mots qu'on entend pas mal. Dans cette vidéo, on veut vous aider à être un peu mieux outillés pour parler de ces enjeux avec vos élèves. Depuis quelques années, le ministère a mis en place un programme d'éducation à la sexualité. Mais les contenus de ce programme-là sont enseignés par différents enseignants de différents domaines et selon toutes sortes de modalités. On vous propose donc de vous aider à mieux comprendre certains concepts de ce programme, qui sont très juridiques. Comme point de départ, on vous propose une explication vulgarisée du consentement, qui doit être abordée surtout en secondaire 2, mais aussi en secondaire 3 et 4. Si, évidemment, vous êtes d'accord. Oui, évidemment. Êtes-vous d'accord? OK, parfait. Sachez que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en fermant la fenêtre de la vidéo. Voici ce que dit le petit Robert sur le consentement. Consentement, non masculin. Action de donner son accord à une action, à un projet, acquiescement, approbation, assentiment. Qu'en pense Larousse? Évidemment, vous vous doutez que niveau droit, c'est pas mal plus complexe que ça. On va donc se concentrer sur la signification juridique du consentement en lien avec le crime d'agression sexuelle. C'est parti! On retrouve la notion de consentement dans le Code criminel, notamment dans la section où on parle du crime d'agression sexuelle. Dans la loi, une agression sexuelle, ça se définit comme des attouchements de nature sexuelle qui sont faits sans le consentement de l'autre personne. Ces attouchements sont faits de manière intentionnelle et sans que l'autre personne y consente. Les notions d'agression sexuelle et de consentement sont donc intimement liées. Parenthèse. Dans le Code criminel, le crime d'agression sexuelle englobe la plupart des contacts sexuels faits sans le consentement de l'autre. Mais avant 1983, il existait le crime de viol ou même le crime d'attentat à la pudeur, qui avait des définitions un peu différentes. Par exemple, le crime de viol était seulement possible envers une femme et lorsqu'il y avait eu pénétration. Ce n'est plus le cas maintenant avec l'agression sexuelle. Pour qu'il y ait une agression sexuelle, il doit y avoir un attouchement, un contact. Recevoir des commentaires déplacés au bureau ou se faire siffler dans la rue, c'est des comportements indésirables, mais c'est pas au sens du Code criminel des crimes ou une agression sexuelle. Attention! Certains organismes ainsi que le gouvernement utilisent une définition plus large de l'agression sexuelle. Dans cette définition, davantage sociale, on considère qu'une agression sexuelle peut avoir lieu avec ou sans contact physique. Mais pour que ça soit un crime, il faut vraiment qu'il y ait un contact physique, un attouchement. Par contre, c'est pas nécessaire qu'il y ait une relation sexuelle comme une pénétration, une fellation pour qu'il y ait un attouchement sexuel. Un baiser, une caresse sont aussi des activités sexuelles et peuvent être des agressions sexuelles s'ils sont effectués sans le consentement d'une personne. Certains gestes peuvent aussi être considérés comme des attouchements de nature sexuelle selon les circonstances. Un massage, par exemple, ça peut avoir plusieurs connotations. Si c'est fait par un professionnel dans un cadre thérapeutique, c'est pas un attouchement sexuel. Donc, on revient à notre définition du départ. Une agression sexuelle, c'est des attouchements de nature sexuelle sans le consentement de l'autre. Mais le consentement, c'est quoi exactement? On peut continuer, vous êtes d'accord? À chaque étape, c'est important de le demander à chaque étape. En droit criminel, le consentement a été défini par de nombreuses décisions des tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, qui est le plus haut tribunal au pays. Si vous voulez mieux comprendre d'où vient la loi et quels sont les différents tribunaux, allez visionner la vidéo « Introduction au droit québécois et canadien » disponible sur la chaîne YouTube d'Éducalois. Il existe plusieurs règles concernant le consentement, mais il faut savoir que c'est quand même une zone grise dans plusieurs situations. En voici la définition. Selon la loi, le consentement, c'est l'accord volontaire d'une personne au moment de l'activité sexuelle. Quand on dit qu'il est volontaire, l'accord doit être libre. Une personne ne peut pas se sentir forcée de participer à une activité sexuelle. Aussi, le consentement, il doit être clair. On ne peut pas le déduire. Il doit être manifesté par des paroles, des gestes, un sourire.
Une personne passive, elle ne consent pas nécessairement à l'activité sexuelle. Les partenaires doivent donc prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que l'autre partenaire a donné son consentement. Ça ne veut pas dire qu'il faut signer un contrat, mais les partenaires doivent s'assurer que l'autre consent tout au long de l'activité sexuelle. Les élèves sont en âge de comprendre que le consentement se reconnaît par des paroles encourageantes ou sur le visage d'un partenaire sexuel. Vous pouvez aussi leur dire que c'est normal de demander à son partenaire s'il souhaite participer à une activité sexuelle. Parfois, c'est plus clair de demander à l'autre s'il a envie de jouer au basketball que de commencer à faire tourner un ballon sur son doigt pendant une demi-heure en espérant qu'il finisse par le prendre pour dunker. Dans une décision de la Cour suprême de 1999, l'arrêt Ewanchuk, une jeune fille a subi plusieurs attouchements de la part d'un recruteur qui la recevait en entrevue dans sa caravane. Au départ, elle a clairement refusé, mais le recruteur a recommencé ses attouchements. La jeune fille a cessé de protester parce qu'elle avait peur du recruteur. Dans sa décision, la Cour suprême a confirmé que la seule chose pertinente pour savoir si la jeune fille avait consenti ou non, c'est son état d'esprit au moment des attouchements. Et du moment qu'elle n'a pas consenti, ni verbalement, ni par ses actions, peu importe son comportement, l'accusé ne pouvait pas effectuer d'attouchement de nature sexuelle. En gros, le fait que la jeune fille ait cessé de protester, ça ne voulait pas dire qu'elle consentait soudainement. Cette décision est venue modifier l'idée qu'on se faisait du consentement à l'époque, en détruisant l'idée de consentement tacite, selon laquelle une personne était considérée consentante jusqu'à ce qu'elle exprime le contraire. Depuis la cause Ewanchuk, on considère que le consentement doit être exprimé clairement par des paroles ou des gestes. Alors l'adage « qui ne dit mot consent » est peut-être applicable quand vous choisissez un resto avec la gang de collègues, mais c'est loin de marcher comme ça dans l'intimité. Donc, qui ne dit mot ne consent pas. Le consentement se donne au moment de l'activité sexuelle et pas à l'avance. Et il peut s'arrêter à tout moment. Même si une personne a consenti la veille, 1 heure, 10 minutes avant d'avoir une relation sexuelle, elle peut toujours changer d'avis. Elle peut même changer d'avis pendant l'activité sexuelle. Aussi, le fait d'être en couple n'est pas un consentement tacite entre les partenaires à tous les attouchements possibles et imaginables de nature sexuelle. Les partenaires doivent consentir à chaque activité sexuelle au moment où elle se produit et peuvent refuser à tout moment de participer à une activité. Par exemple, une vidéo faisant le rapprochement entre le consentement sexuel et le fait d'offrir une tasse de thé a beaucoup circulé il y a un certain temps sur Internet. Cette vidéo rend ce genre de concept très facile à comprendre. Si j'offre une tasse de thé à quelqu'un qui en prend 1 ou 2 gorgées puis qui n'en veut plus, est-ce que c'est correct de le forcer à terminer la tasse? Bien sûr que non, même si c'est son chum ou sa blonde. Il faut savoir que le consentement d'une personne n'est pas valide, même si la personne a dit oui, si elle se trouve dans une situation où elle ne peut pas donner son consentement de façon libre et éclairée. Premièrement, une personne n'est pas en mesure de donner son consentement s'il est endormi ou inconsciente. Même si la personne avait accepté de participer à l'activité avant de s'endormir ou de perdre conscience, son consentement ne sera pas valide parce qu'il n'a pas été donné au moment de l'activité sexuelle et, en fait, la personne n'est pas capable de maintenir son consentement tout le long de l'activité. Dans le même sens, si une personne est sévèrement intoxiquée à l'alcool ou aux drogues, son consentement ne sera pas valide. Sévèrement intoxiquée, ça veut dire que la personne ne sait plus ce qu'elle fait, elle est dans un état de blackout. Si c'est l'agresseur qui a trop bu, c'est pas une excuse valable et c'est encore moins un moyen de défense à la cour s'il est accusé d'agression sexuelle. Il existe aussi des règles pour les adolescents. L'âge du consentement sexuel au Canada est de 16 ans. Par contre, le Code criminel prévoit que les adolescents peuvent avoir des relations sexuelles s'ils respectent un certain écart d'âge. Avant 12 ans, il n'y a pas de consentement possible. Le consentement est impossible. Pour les jeunes de 12 ou 13 ans, l'écart d'âge maximal est de 2 ans moins 1 jour. Et ça se calcule en jours. Pour les jeunes de 14-15 ans, l'écart d'âge maximal est de 5 ans moins 1 jour. À partir de 16 ans, les jeunes ont le plein consentement sexuel. Cette règle s'applique même si les parents sont d'accord. Un jeune de 17 ans qui est en couple avec une jeune fille de 13 ans et qui a des activités sexuelles avec elle pourrait être accusé d'un crime. Le consentement ne sera pas valide si les partenaires dépassent les écarts d'âge, même s'ils s'aiment, même si leurs parents sont d'accord avec la relation,
même si les parents acceptent qu'ils aient des relations sexuelles. Dès que l'écart d'âge n'est pas respecté, il n'y a pas de consentement possible. Vos élèves vont peut-être réagir assez fortement à ça. Ils connaissent peut-être même des couples qui ne respectent pas ces règles-là. Ou bien, l'idée que la loi puisse leur dire qui ils ont le droit d'aimer peut vraiment les déranger. En fait, la loi tente le plus souvent possible de protéger les mineurs. Ces écarts d'âge-là ont été mis en place exprès pour ça. En ce qui concerne votre cours, c'est sûr que ça peut facilement être transformé en sujet de débat. Par exemple, vous pourriez leur demander jusqu'à quel point sommes-nous prêts à encadrer certains aspects de la vie personnelle des mineurs pour les protéger? On entend souvent l'expression « détournement de mineurs », mais il faut savoir que ça n'existe pas dans le code criminel. Le partenaire plus âgé qui se retrouve à l'extérieur de l'écart d'âge pourrait être accusé de différents crimes selon les circonstances. On parle alors de contact sexuel, incitation à avoir des contacts sexuels ou même d'agression sexuelle. La notion d'âge de consentement et d'écart d'âge doit être enseignée en secondaire 2. N'hésitez pas à consulter le site d'Éducalois. On a beaucoup de matériel pour vous aider à vous y retrouver. Et vous aurez aussi peut-être envie d'aborder avec vos élèves l'épineux sujet du partage de photos intimes. Là-dessus aussi, on a du matériel à vous proposer. On vous invite d'ailleurs à visionner notre vidéo « Agir en ligne » de cette même série. Mais pas tout de suite, là. Vous pouvez attendre de finir cette vidéo-là, sinon, en faisant jouer les deux en même temps, vous ne comprendrez rien. Dans tous les cas, jusqu'à 18 ans, l'adolescent ne peut jamais être dans une relation d'autorité, de confiance, d'exploitation ou de dépendance. Cette règle s'applique aussi lorsque l'adolescent a 16 ou 17 ans, alors qu'il a normalement le plein consentement sexuel. S'il se trouve dans une de ces situations-là, le consentement de l'adolescent ne sera pas valide. Par exemple, on parle d'une relation d'autorité quand l'autre partenaire, c'est un enseignant. Dans les autres cas, on va évaluer la relation au cas par cas pour savoir si la relation est débalancée, pour savoir si un partenaire utilise son pouvoir ou son influence sur le partenaire plus jeune. Ça, c'est probablement beaucoup plus évident pour vos élèves. Ils comprennent que si tu entres dans une relation avec une personne qui peut décider de te faire perdre ton emploi, ta place dans l'équipe de sport, te faire échouer tes études, cette personne peut facilement abuser de ce pouvoir qu'il a sur l'autre. Si une personne a été victime d'une agression sexuelle, elle peut choisir de porter plainte à la police, mais elle n'est jamais obligée de le faire. D'ailleurs, il n'y a aucune limite de temps pour porter plainte, mais c'est sûr que la preuve va peut-être être plus facile à recueillir s'il s'est écoulé peu de temps depuis l'agression. Pour porter plainte, la victime peut communiquer avec les policiers de sa région ou se présenter directement dans un poste de police. Une fois qu'ils vont avoir reçu la plainte, les policiers vont faire une enquête. S'ils ont assez de preuves, ils vont transmettre la plainte au procureur des poursuites criminelles et pénales. Ensuite, c'est le procureur qui va décider si des accusations vont être portées ou non contre l'accusé. Sans rentrer dans les détails, si c'est un adolescent qui est accusé d'un crime, le processus va être un petit peu différent que celui d'un adulte à cause de la LSJPA, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Parfois, lorsqu'on parle de crimes et de processus judiciaires, les élèves se sentent moins concernés parce qu'ils sont mineurs. Vous pourrez par contre leur rappeler que la responsabilité criminelle, c'est à partir de 12 ans. Ils peuvent être accusés des mêmes crimes que les adultes, mais les conséquences sont différentes pour les adolescents. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le dossier LSJPA sur le site web d'Éducalois. Comment présenter ce sujet en classe? La sexualité, c'est toujours un peu sensible, surtout avec les adolescents. Certains élèves sont peut-être déjà actifs sexuellement, alors que d'autres n'ont pas vraiment d'intérêt pour la chose. Vous le savez comme moi, l'adolescence, c'est une période difficile. Le regard, le jugement des autres peut prendre une très grande place. Afin d'éviter ce genre de jugement ou impression de jugement, on vous propose de commencer la discussion en expliquant que le but premier n'est pas de parler de situations vécues. Présentez ensuite des ressources qui peuvent aider les élèves, à l'école ou à l'extérieur. Mais même si on se prépare le mieux possible, les questions imprévues, les malaises seront peut-être quand même au rendez-vous. N'hésitez pas à le dire quand vous ne connaissez pas la réponse. On a mis des ressources dans la description de cette vidéo pour vous aider à trouver certaines de ces réponses. On croit qu'il faut également tenter d'être le plus inclusif possible. Il faut inclure des exemples de diversité sexuelle dans nos discussions et explications. Par exemple, parler de partenaire au lieu de chum lorsqu'on met en scène une femme. Ou bien mentionner que les agressions sexuelles ne sont pas toujours faites par des hommes sur des femmes.
Ne vous gênez pas non plus pour explorer notre plateforme éducationjuridique.ca qui regorge de ressources pédagogiques pour parler de droit et de justice avec vos élèves. C'est pas un sujet facile, mais avec tout ça, on espère vraiment vous avoir aidé à gagner confiance. Sur ce, bon cours!